Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Et voilà, nous sommes dans un endroit, dans un écrin plutôt magnifique, architectural. Nous sommes à la chapelle Saint-Joseph de la Grave. On est véritablement heureux de vous recevoir. Nous sommes à Toulouse. Nous sommes à Toulouse où nous allons démarrer notre 4e saison des Clés de la Ville. Nous étions déjà ici il y a 3 ans. 3 ans, jour pour jour quasiment. On est très heureux de revenir ici à Toulouse. Que sont-ils devenus? Qu'est devenu le territoire? On avait fait un point il y a 3 ans et rappelez-vous, on était en pleine période de confinement. C'était un peu compliqué. 3 années après, nous revoici ici dans la ville rose. Et pour démarrer cette 4e saison des Clés de la Ville, je suis très heureux parce qu'on a un public nombreux ici. Merci. On ne pouvait pas démarrer avec Olivier Marin. Olivier Marin, bonjour. Rédacteur en chef du Pôle Immobilier au Figaro, bonjour. Comment ça va? Très bien. Très heureux de démarrer cette saison à Toulouse. Voilà, accompagné de notre producteur Grégoire Darico. Bonjour Sylvain. Comment ça va Grégoire? Très bien, je suis ravi. Et nous sommes très heureux de recevoir une nouvelle fois. Il est déjà venu à plusieurs reprises sur le plateau. Je l'avais rencontré à Cannes au MIPIM. Il nous fait le plaisir de nous recevoir et de nous accueillir. Il est l'hôte de ces lieux. Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse, est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et merci, bienvenue à Toulouse. Et merci d'être avec nous. Ces Clés de la Ville démarrent dans un contexte, mesdames et messieurs, un peu particulier. Nous ne pouvions pas, avec Olivier Marin, ne pas parler du contexte géopolitique qui règne actuellement en France et qui règne pas partout en Europe et dans le monde. Et je voulais dire que, au nom de la rédaction de Radio Imo, de Web Radio Audition, du groupe que je représente, du Figaro Immobilier, que nous nous associons bien évidemment à toutes les peines qu'aujourd'hui certaines personnes traversent dans un contexte particulier, et plus que jamais, et vous le savez bien, monsieur le maire, la société doit faire socle, doit faire communauté dans un esprit républicain, laïque et démocratique. Voilà, ça c'est dit. Vous l'avez vu, c'est Octobre Rose, ici, juste ici. Voilà, Octobre Rose, c'est un mois qui est dédié au dépistage du cancer du sein. Je vous demande à toutes et à tous, si vous le faites aussi par ailleurs, eh bien écoutez, d'aider aussi la recherche. Voilà, on vit tous ensemble et nous sommes tous déterminés dans une ville inclusive à partager toutes ces valeurs. Ces valeurs sont plus que jamais aujourd'hui et républicaines, démocratiques et laïque. Merci à toutes et à tous. Olivier, oui. Nous avons un programme. Oui, mais d'autant, c'est vrai, Sylvain, que l'habitat est au cœur des enjeux, qu'ils soient environnementaux, économiques, sociaux. On ne peut dissocier en fait le logement de l'emploi, de la mobilité, des transports aussi. C'est très important. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés aussi d'avoir un toit, un logement. On le voit avec les étudiants. 4 millions de personnes aussi mal logées, c'était ce que indiquait le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, l'habitat qui est vraiment au cœur des enjeux. Alors, très heureux, Sylvain, c'est vrai, au nom de Figaro Immobilier et de Figaro Immo TV, d'entamer cette 4e saison des Clés de la Ville, et qui plus est donc à Toulouse. On va se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les besoins, décrypter les enjeux de la ville. C'est aussi un grand plaisir et toujours le même principe qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises et l'on parle immobilier, logement, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. On va le voir encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges, les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour donc cette saison 4, on est très heureux d'être à Toulouse, reçu par notre grand témoin, Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. Encore merci à vous d'être présent et d'entamer cette saison avec nous. Et au programme, on va retrouver nos partenaires. Tout d'abord, pour la séquence La Vie Ensemble, nous recevrons Stéphane Dallier, directeur général du pôle immobilier résidentiel de Nexity. L'occasion de faire le point et un premier panorama sur l'immobilier à l'échelle de Toulouse et sa métropole. La séquence Bien mieux avec notre partenaire Elio, pour évoquer ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle en matière de logement, c'est la rénovation énergétique. Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques du groupe Elio, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Toulouse et puis des conseils pratiques pour bien rénover. Et puis chaque mois,
un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, on va recevoir maître Frédéric Giral, notaire à Caraman, campagne toulousaine. Frédéric Giral, qui est aussi président de la Chambre interdépartementale de la Cour d'appel de Toulouse. On fera un tour d'horizon, l'évolution des prix de l'immobilier, des ventes à Toulouse, mais également des livrets, des conseils pratiques. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Toulouse, l'édito, c'est à vous. Bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Monsieur le maire, merci de nous recevoir une seconde fois dans votre ville rose. Alors ça y est, un premier cliché dès la deuxième ligne, mais celui-ci mérite un éclaircissement, puisque la légende urbaine veut que ce qualificatif rose soit dû aux briques et à leur couleur si particulière. En tout cas, c'est ce que moi je croyais quand j'ai rédigé cet édito. Mais figurez-vous que j'ai appris que l'origine serait tout autre. La ville rose serait une invention d'un groupe de poètes de l'Académie des Jeux Floraux, une vieille institution littéraire de 7 siècles et fondée à Toulouse en 1323 par 7 troubadours. Pour certains d'entre eux, Toulouse évoque une femme charnelle, l'idée donc de la séduction, de la jeunesse, de la sensualité, de la fragilité, de la poésie, et la rime facile entre Tolosa, son nom en occitan, et la rose fit le reste. Ce surnom de ville rose est adopté au début du XXe siècle sous l'impulsion des professionnels du tourisme. Ironie de l'histoire, la ville est alors blanche. En effet, un arrêté capitulaire oblige les habitants à blanchir leurs façades. Ils utilisaient du blanc céruse, une peinture à l'huile permettant de réfléchir la lumière artificielle et qui imitait également la pierre. Donc c'est à partir de 1949 seulement, sous la volonté des élus de l'époque, que le blanc s'efface progressivement des façades. Toulouse, c'est une ville de poésie, de caractère, c'est une ville d'histoire. Une ville dont les premières traces humaines remontent au Paléolithique et qui tient son nom d'une tribu gauloise, les Tolosates. Gaulois, Romains, Gallo-Romains, Visigoths, Francs, Cathares, Hospitaliers, Templiers, les influences et héritages sont nombreux. Le passé est riche, le passé et le présent. Avec l'essor de l'aviation, de nombreuses usines aéronautiques ont été créées dans la région de Toulouse, marquant à jamais son économie et histoire locale. Toulouse, c'est la patrie de l'air et de l'espace, le berceau de l'aéropostale et ses figures emblématiques comme Antoine de Saint-Exupéry ou Jean Mermoz, berceau d'Airbus, acteur clé de l'économie nationale. À ce propos, mystère des souvenirs de jeunesse, j'ai toujours en tête le très célèbre Airbus is back, prononcé par son président Louis Gallois avec cet accent au Salon du Bourget en 2007. Et enfin, Toulouse, c'est le berceau de l'aérospatiale et de la fusée Ariane que mon fils de 5 ans m'a demandé de trouver en miniature et de lui ramener à la maison. En parlant de Toulouse, monsieur le maire, comment ne pas mentionner son caractère compétiteur? Le stade d'abord, maître jamais égalé du rugby national avec 22 titres de champion de France à son actif, le stade inventeur et dépositaire d'un jeu à la toulousaine, un jeu de rugby total, fait de mouvement et de fluidité dans la circulation qui a enchanté des générations entières et s'est imposé comme une référence dans le monde de l'Ovalie à partir des années 80. Le ballon rond aussi fait son trou, avec le TFC, un club de pitchoun qui retrouve des couleurs et un projet solide. Toulouse, c'est une ville de sport. Elle a été élue ville la plus sportive de France par le magazine L'Équipe en 1998 et en 2007. Blaise Matuidi, Philippe Mexès, Daniel Bravo en foot, Fabien Pelouse, Guy Novès ou Maxime Médard en rugby, Nicolas Astier en équitation. Ils sont nombreux à s'être illustrés sur les équipements sportifs de votre ville. Enfin, Toulouse, c'est une ville d'art, une ville à la scène musicale importante et reconnue. Je pense à Big Flo et Oli, bien évidemment que tout le monde connaît, mais surtout à Francis Cabrel que je me dois de citer car chanteur préféré de ma femme. Alors, Francis Cabrel, sa carrière commence à Toulouse et ça tombe bien, il vient de publier Morceau de Sicre, une ode à Toulouse et à Claude Sicre, un célèbre troubadour local. À propos de votre ville, monsieur le maire, Cabrel dit: allez, chante, chante, ville ardente, bouge, ville noire et rouge, ville où les motivés vivent, ville où les clodes se suivent, ville fleuve, ville flamme, ville où flot et au l'islam, ville debout, ville fière, ville qui a tout pour faire une capitale. Ici, tous les ballons sont ovales et n'importe qui dans la foule aura toujours dans sa malle un cochonnet et des boules. C'est une terre qui nous fabrique, on grandit dans son miroir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir.
dernière fois que nous étions venus vous voir, Toulouse et toute la France sortaient de leur torpeur entre deux vagues de l'épidémie de Covid-19. C'était masqué que nous avancions au tout début d'une première saison des Clés de la Ville. Presque 3 ans après, vous êtes la 30e étape des routes la 30e étape de notre route de France et de Navarre, et c'est avec joie que nous entamons avec vous notre 4e saison. Monsieur le maire, vive Toulouse. Bravo Grégoire. Merci Sylvain. Voilà. C'était très bien. Merci, ça vous a plu, Merci, monsieur le maire. Merci monsieur le maire. Merci en tout cas Jean-Luc Moudingue de nous accueillir. Alors vous l'avez dit, vous l'avez écrit, vous l'avez promu. Votre ambition à Toulouse, construire une ville agréable à vivre, un leitmotiv qui est très intéressant et un vrai challenge dans des conditions parfois sociales compliquées. Une population, et là pour le coup, on vous en avait parlé déjà il y a 3 ans, vous avez une démographie qui est ultra positive, en croissance constante. Vous souhaitez par exemple élever la ville et construire en hauteur. Une réponse d'ailleurs à la densification et à la sobriété foncière, à l'heure où le climat vous impose un certain nombre de normes en la matière. Quelle est votre feuille de route, vous Jean-Luc Moudingue, quand vous constatez l'impérieuse nécessité d'avoir cette sobriété foncière et en même temps cette injonction que l'on vous fait, monsieur le maire, de loger les nouveaux venus qui veulent venir vivre ici sur votre territoire? On est pris de ce point de vue-là, effectivement, entre deux logiques qui peuvent s'affronter et devenir contradictoires. Celle d'accueillir, de développer, et en même temps l'impératif de qualité de vie qui est une exigence citoyenne et des élus. Tout cela dans le cadre de cette nouvelle loi, effectivement, qui prône la densité et la densité de construction et la sobriété foncière. Et le travail des élus, qui est un travail compliqué dans une société qui elle-même est assez conflictuelle, c'est de trouver le point d'équilibre et d'être médiateur de manière à conduire un projet qui soit cohérent et qui concilie ces différents impératifs. Alors à la vérité, on n'a pas attendu la loi d'août 2021 qui crée le fameux zéro artificialisation nette en nous demandant tout de suite, dès 2021 et jusqu'à 2030, de diviser par 2 la consommation foncière pour ensuite, entre 2030 et 2050, arriver à zéro artificialisation nette. On n'a pas attendu cette loi pour pratiquer la sobriété foncière. C'est vrai à Toulouse, c'est vrai ailleurs. Je le dis parce que il y a souvent dans l'imaginaire, voire même dans certains discours politiques, un préjugé selon lequel les grandes villes se sont étalées à l'infini en consommant de manière irresponsable des terres autour. Quand vous regardez entre 2009 et 2022, les métropoles françaises, elles ont consommé très précisément 1% de la consommation foncière de l'ensemble du pays et elles accueillent 27% de la population. Donc, si vous voulez, cette idée-là, nous la portons depuis longtemps. Alors maintenant, il y a la loi qui nous demande d'accentuer et d'accélérer tout ça. Et c'est vrai que lorsque la loi qui s'applique de manière uniforme sur l'ensemble du pays, lorsque la loi tombe sur une ville qui depuis un quart de siècle est celle qui se développe le plus démographiquement, qui crée le plus d'emplois que n'importe quelle autre agglomération, c'est un défi considérable. Et donc j'ai commencé à faire de la pédagogie auprès des professionnels, en particulier les promoteurs et les architectes, pour leur dire, voilà, la loi va nous demander de continuer à accueillir autant de Toulousains, mais en consommant beaucoup moins d'espace. La solution, elle n'est pas difficile à deviner, elle est logique. Il faut donc monter. Le problème, c'est que la hauteur, c'est le contraire de ce que veulent les gens. Pourquoi ? Parce que pour eux, la hauteur, c'est les grands immeubles de l'après-guerre, c'est un urbanisme qui vieillit mal. Et le défi que les professionnels ont entre leurs mains, c'est d'être capables, et je suis sûr qu'ils ont les ressources pour en être capables de proposer des bâtiments construits effectivement plus haut, mais que ça soit haut et beau, et que hauteur ne soit plus synonyme de laideur dans le ressenti des gens. Bien sûr. Et la deuxième chose que je leur demande, c'est qu'à partir du moment où on libère de la terre, au lieu de s'étaler sur une parcelle, eh bien, il y ait un geste végétal qui soit fort, pas quelques arbustes ou un peu de pelouse pour mettre un peu de couleur verte sur l'image de promotion de l'opération, mais véritablement qui est un plus végétal. Je crois que si ces conditions sont réunies, on a une chance d'avoir l'adhésion des gens. Ça ne sera pas facile,
mais on a une chance de l'avoir. Et justement, à propos de l'adhésion des gens, et puis vous évoquiez évidemment les professionnels, à propos de la ville de demain, il y a eu durant 3 jours un événement baptisé Toulouse Demain, place du Capitole, qui a réuni à la fois des architectes, des urbanistes, des aménageurs pour échanger justement sur à la fois les petits et les grands projets à l'échelle de la ville et de la métropole. Quel sens donner à ce type de rencontre? C'est mieux éclairer, c'est justement impliquer aussi davantage les habitants. Quel est le rapport justement avec la démocratie participative en matière de projets urbains, d'impliquer en amont les habitants? Alors, vous l'avez dit, c'est une initiative qui vient du secteur privé, des professionnels de l'acte de construire. Je l'ai trouvé bienvenue. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le changement de paradigme que nous devons opérer, une ville plus dense, capable de se développer tout en développant la qualité de vie, ça s'appelle la quadrature du cercle, tout ça, on ne va pas le réussir tout seul. Ou en tout cas, on ne le réussira pas chacun de son côté. Les élus, bien évidemment, portent des projets. Nous-mêmes, nous avons multiplié les débats à ce sujet. On a élaboré un projet urbain, on a élaboré un manifeste urbain, on a même produit des cahiers toulousains par secteur. Nous avons un tas de schémas. Bon, nous faisons notre travail d'élu et ce travail-là, nous le faisons dans le débat et la concertation avec tous, notamment les habitants. Mais que les professionnels eux-mêmes se saisissent avec leur particularité, leur regard, qui n'est pas un regard politique, mais qui est un regard de compétences professionnelles diverses qui s'additionnent, je trouve ça extrêmement sain. Et en réalité, on arrivera à faire de bons choix pour l'avenir et pour notre territoire si on arrive à faire converger la volonté des élus, mandatés pour prendre des décisions, des professionnels qui sont chargés de fabriquer concrètement la ville, et des citoyens qui, bien évidemment, ont leur mot à dire en permanence et pas uniquement tous les 6 ans en glissant un bulletin dans l'urne. Et donc toute initiative qui crée du débat et qui met ces sujets sur la table dans leur complexité aide tout le monde à résoudre les contradictions potentielles auxquelles nous devons faire face. Jean-Luc Moudingue, dans la même mouture, en juin dernier, me semble-t-il, vous avez présenté 6 cahiers toulousains élaborés avec 2000 Toulousains pour dessiner quartier par quartier la ville rose de demain. Au programme, vous aviez indiqué le défi climatique, vous avez indiqué la convivialité, la mobilité, les activités économiques. C'est une démarche inédite pour une métropole. Parlez-nous-en, puisque vous allez inspirer vos collègues maires de France. C'est une démarche inédite, me semble-t-il. C'est vrai, c'est la première fois qu'on fait ça à Toulouse, et c'est, je crois, la première fois qu'une grande ville se lance dans cette approche. Jusqu'ici, on était dans l'exercice classique que l'on fait par ailleurs, d'avoir un schéma de cohérence territoriale à l'échelle de la grande agglo pour qu'il y ait un minimum de cohérence et de planification entre les différentes intercommunalités, la métropole, le Sicoval, le Muretin, les autres communautés de communes. Et puis, évidemment, le plan d'urbanisme, le PLU autrefois, le PLUIH en ce moment. On travaille à notre PLUH qui devrait entrer en vigueur, on fait tout pour fin 2025. Ça, c'est global. Et le besoin que nous avons éprouvé avec mes collègues, c'est de ne pas avoir une vision uniforme de la ville, de s'appuyer sur ce qui fait la richesse de Toulouse, les quartiers. Et je parle souvent des quartiers, pourquoi? Parce que j'ai l'intuition que la grande ville qui devient de plus en plus grande, elle ne sera acceptée que si elle conserve une dimension humaine où les gens peuvent se connaître plutôt que de ne faire que se côtoyer. Et je pense que l'angle du quartier est la bonne porte d'entrée pour appréhender le développement de la ville avec l'exigence de la qualité de vie. Et donc on a effectivement fait cet exercice inédit. On a consulté des cabinets professionnels, d'urbanistes, d'architectes. On a divisé la ville en 6 morceaux. Et effectivement, il y a eu des équipes différentes qui ont été lauréates et qui nous ont accompagnés pour écrire ces cahiers toulousains qui envisagent non pas la ville uniforme, mais une ville qui est attentive aux particularités de telle ou telle partie du territoire. Parce que on parlait tout à l'heure de la nécessité d'accueillir tout en consommant moins d'espace.
Ça porte un nom abominable, ça s'appelle la densification, que je prononce ici parce que je suis avec des professionnels, mais que je me suis fait une règle de ne jamais prononcer le reste du temps. Parce que je pense que si on veut faire le contraire de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire si on veut ne pas réconcilier les gens avec l'urbanisme, c'est ce type de mot barbare qu'il faut prononcer. Donc il faut une certaine intensité de la ville, sauf que il ne faut pas une uniformité. Et l'avantage des cahiers toulousains, c'est qu'ils s'arrêtent sur l'identité de chaque quartier. Et en réalité, tout ça est d'une grande diversité. Vous avez des quartiers pavillonnaires, je pense à l'Ardenne. Évidemment, ce quartier-là, il doit garder à l'avenir cette particularité. Bien sûr. Vous avez d'autres quartiers qui se sont construits parfois un peu de briques et de broc au fur et à mesure que la ville grandissait, qui n'ont pas au fond d'identité très très marquée et encore moins de qualité architecturale remarquée. Par exemple ? Ben justement, je ne vais pas les citer. et je pense que ces quartiers-là, ben, on a beaucoup plus de marge pour à la fois intensifier la ville et lui donner un minimum de cohérence. Vous voulez parler de potentiel foncier, par exemple, de développement? Potentiel foncier et puis caractère. Vous avez parfois certains quartiers, alors oui, j'ai des noms qui me viennent au bout des lèvres, mais l'avantage c'est qu'avec les professionnels, on n'a pas besoin de traduire, ils ont déjà tout ça en tête. Où franchement, on aura des marges pour effectivement intensifier la vie. Voilà. Ce que l'on veut dire vraiment, c'est que la qualité, elle doit s'attacher aux spécificités de tel ou tel quartier. Vous savez, Toulouse est une ville plus grande que Paris en superficie. Donc véritablement, quand je dis qu'il y a des particularités sur le territoire, il y a effectivement matière. Vous avez dit... Pardon Sylvain. Oui. Justement, dans le prolongement du développement de la ville, on parle beaucoup aussi d'utiliser l'existant. Avant de construire de A à Z, déjà de regarder ce qui existe. On appelle ça alors la transformation urbaine. Certains appellent ça le recyclage urbain. Je ne sais pas si le terme a à vos faveurs. En tout cas, quelles sont justement les opérations emblématiques toulousaines qui font appel à des réhabilitations d'anciens bâtiments désaffectés, des bâtiments existants qui sont réinventés en fait pour offrir d'autres usages en termes de mixité, en termes de services. On parle notamment, je crois, de tiers-lieux au hall de la cartoucherie. Il y a une prise de conscience écologique et puis il y a la réalité économique. Entre la stratégie des petits pas qui est de dire oui, c'est le sens de l'histoire, oui, on va aller vers plus d'environnement, il faut y aller doucement. Et puis ceux qui disent mais non, il faut aller beaucoup plus vite, il faut accélérer cette transition environnementale. Où vous situez-vous? C'est aussi une façon d'ailleurs de redonner vie à des bâtiments qui avaient perdu peut-être une certaine identité, puis aussi de les aménager. C'est très tendance en ce moment, monsieur le maire. Oui, en ce moment, et en réalité, c'est quelque chose que l'on fait depuis un certain temps. Je me souviens, lorsque j'étais jeune élu, j'avais hérité d'un dossier qui m'avait été confié, à savoir la transformation de l'ancienne manufacture des tabacs en établissement universitaire. Tout ça, c'était il y a quelques années. C'est le privilège d'un élu qui est là depuis un certain temps. Mais effectivement, c'est tous les jours. Vous évoquiez l'exemple de la cartoucherie. La cartoucherie, c'est des souvenirs personnels que j'ai parce que quand j'ai été, avant d'être maire, adjoint à l'urbanisme, le premier dossier que j'ai eu sur la table à traiter, c'était la cartoucherie, où j'ai dû prendre un certain nombre de décisions. Le maire me laissait pas mal de marge de liberté. Et où effectivement, nous avions là un site industriel qui avait terminé sa vie et qu'il fallait recycler. C'était l'idée de reconstruire la ville sur elle-même et d'ailleurs avec un parti pris d'une certaine densité et pour que la densité soit acceptée et cohérente, une desserte par le tramway, donc une desserte de qualité en matière de transport en commun. Et puis, effectivement, dans cet ensemble industriel qui était à l'époque un ensemble de bâtiments hétéroclites, il y avait cette halle datant de 1912 qui avait bien vieilli, la pauvre, depuis un siècle. Et cette halle, depuis maintenant un mois, elle a ressuscité en gardant des traces de ce passé qui n'est plus là. Ouais, elle garde l'âme. Voilà, il ne s'agissait pas de faire du passé table rase, mais elle est devenue tiers-lieu, donc effectivement, on y mange, on y lit, on y fait du sport, on s'y cultive, on rencontre les autres. C'est un endroit formidable qui est à la fois, qui est un bon message du point de vue de la ville de demain, parce que
c'est à la fois le patrimoine, hein, et nous sommes ici dans un lieu patrimonial, donc la ville de demain, c'est pas la négation de la ville d'hier, au contraire, c'est la mise en valeur du patrimoine, et j'y suis très attaché, et depuis que nous sommes élus, on fait beaucoup de choses en matière de réhabilitation et rénovation du patrimoine, mais c'est aussi la reconversion et la capacité d'être au rendez-vous des enjeux de demain. Voilà. Alors après, il y a d'autres opérations ici ou là hein, qui s'inspirent de ce lieu. Je pense à l'opération Guillaumet à Jolimont, où là aussi on était sur un site autrefois industriel. Dans 2 ans, on aura terminé une opération d'urbanisme avec des logements, des espaces verts, des services. Et puis juste à côté, il y a une école, une ancienne école supérieure d'aéronautique qui avait été construite par le grand-père de Michel Debré et qui, en ce moment, est en train d'être transformée pour devenir, d'ici fin 2024, la nouvelle cité administrative. Ce qui veut dire d'ailleurs que l'actuelle cité administrative devient un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on en fait ? Quelle est la partie que l'on peut conserver ? Quelle est la partie, au contraire, que l'on doit totalement renouveler. Donc la ville, en permanence, elle se renouvelle sur elle-même, et c'est vertueux, bien sûr, du point de vue de la fameuse loi climat et résilience et l'obligation d'aller vers le zéro artificiel. Vous avez évoqué justement tout à l'heure les problématiques de mobilité. Il y a 2 mots que je retiens dans ce que vous dites. Ça me plaît beaucoup d'ailleurs. Vous dites densification. C'est pas un terme, c'est un terme un peu barbare. Vous préférez intensité ou intensification, c'est bien ça? Oui, parce que l'intensité, on la fait varier. Absolument. Alors que la densification, vous avez l'impression que c'est le rouleau compresseur qui vous passe dessus, dessus. Non, mais, que vous n'avez rien à dire et que c'est dur, c'est inhumain. C'est important ce que vous dites parce que les mots ont du sens. Oui. Densité avec intensité. Et vous avez dit unité plutôt qu'uniformité. C'est d'ailleurs un philosophe. C'est Albert Camus qui disait que le danger de l'unité, c'est l'uniformité. Donc, vous prenez un soin particulier, Jean-Luc Moudin, quand vous parlez de hauteur, et vous le savez très bien en tant qu'élu, que la nécessité impérieuse de loger les populations, dont plus de 80% vit en zone urbaine, sera effectivement une certaine forme de verticalité. 80% des trajets quotidiens à Toulouse en 2020 se faisaient en voiture. C'est un chiffre qui va évoluer de façon très très rapide, vous le savez, avec une prise de conscience qui est écologique, malgré parfois l'inflation normative, parfois écrasante, qui pèse d'ailleurs sur les professionnels qui sont ici, mais on est tous d'accord sur la nécessité de la transformation écologique et de la prise de conscience écologique. Quels sont, Jean-Luc Moudin, vos travaux et vos investissements en la matière, à la fois pour les mobilités douces, sur aujourd'hui des zones à faible émission qui vont se généraliser un peu partout? Comment se positionne aujourd'hui le territoire? Alors d'abord, il faut être clair, hein, les 80% de part de la voiture, c'est pas la ville de Toulouse, stricto sensu, je précise, hein, c'est même pas la métropole. Hein, c'est ce qu'on appelle tout à fait, vous avez raison de le préciser. Le noyau central, hein, c'est grosso modo 110 communes, du PTU, le périmètre de transport urbain, c'est-à-dire la zone d'action de Tisséo. Donc effectivement, nous menons depuis longtemps là aussi beaucoup de projets qui viennent proposer aux citoyens des modes de se déplacer alternatifs à la voiture individuelle. Alors on en a plein sur le feu. Je ne sais pas d'ailleurs si les Toulousains le réalisent, mais l'endroit en France où on investit le plus pour les transports en commun, après Paris et le réseau express, c'est Toulouse. Alors nous avons lancé il y a maintenant 10 mois la 3e ligne du métro, la ligne C, qui est très très attendue. Elle va avoir un impact très considérable parce que elle fera 27 km, c'est-à-dire en longueur l'addition de la ligne A actuelle et de la ligne B actuelle. Elle va, une fois qu'elle sera en service, permettre de desservir plus de la moitié des emplois de la grande agglomération toulousaine par le métro, ce qui est un pourcentage considérable. Donc les choses avancent bien, le chantier se déroule bien, et évidemment il y a des gênes, mais bon, chacun comprend. Et puis, on fait beaucoup d'efforts sur le vélo. Le vélo, vraiment, il y a une demande de la société. Et au début du mandat, nous avons doublé les crédits du vélo. Ce qui fait qu'on va consacrer un petit peu plus de 100 millions d'euros dans cette mandature au vélo. On va créer des itinéraires cyclables de qualité, c'est-à-dire plus confortables que ceux qui existent, plus larges, plus sécures, plus continus. On appelle ça le réseau express vélo, à travers 14 pénétrantes vélos qui vont desservir la ville-centre, mais aussi
les villes, les communes de la périphérie immédiate de Toulouse. Et puis, dans moins d'1 an, en septembre 2024, on mettra en service une nouvelle dimension de Vélo Toulouse. Quand j'étais maire la première fois, j'avais créé Vélo Toulouse, c'était en novembre 2007. Et là, donc dans un petit peu moins d'1 an, on va augmenter de 50% le nombre de stations, c'est-à-dire qu'on va mailler davantage le territoire, notamment les quartiers qu'on pu se développer depuis 15 ans. Et puis, on va faire en sorte que la moitié du parc vélo mis à disposition du public soit des vélos électriques, ce qui va, on le sait, amener une nouvelle population vers le vélo. Donc le vélo, c'est important. L'an dernier, on a été très innovant puisque nous avons inauguré à Toulouse, il y a un petit peu plus d'1 an, le téléphérique urbain le plus important de France. Il fait 3 km et à l'heure où je parle, il a transporté déjà un petit peu plus de 2 millions de personnes dans un endroit qui est assez stratégique pour la santé, pour l'université scientifique, et dans un endroit qui est plein de données physiques extrêmement compliquées pour mettre une réponse de transport en commun en place. Et puis, également pour la mobilité, on développe ce qu'on appelle les linéos. Alors les linéos, c'est quoi? On en a créé 11, on va aller jusqu'à 15 linéos dans les années qui viennent. Ce sont des bus à haut niveau de service. Donc c'est des bus qui roulent jusqu'à 1h du matin, qui commencent à 5h du matin et qui proposent des fréquences importantes. Et donc on a dans des endroits, dans des linéaires stratégiques, on a remplacé par ces bus linéaux les bus anciens. Et c'est plutôt un succès parce qu'aujourd'hui on a grosso modo 130 000 personnes qui sont transportées chaque jour par les bus linéaux, c'est-à-dire grosso modo 30 à 40% de plus que lorsqu'il y avait un bus classique. Et puis l'année dernière on a enregistré au total sur l'ensemble du réseau TCO, transport en commun, c'est-à-dire le métro, les bus, le téléphérique, le tramway, on a enregistré quelques 179 millions de voyages, ce qui fait que Toulouse, qui est en population la 5e agglomération française, on est la 4e ville de France, mais en agglo, on est 5e, et la 2e en nombre de passagers accueillis en transport en commun. Parce que je dis ça parce que parfois j'entends des discours sur le thème Toulouse a du retard en matière de transport en commun. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'on a de l'avance. Sauf que notre territoire étant tellement vaste, bien sûr, nous avons des besoins, et encore beaucoup de besoins, qui ne sont pas pourvus, et nous sommes tenus de développer d'autres offres de transport en commun. On va à partir de l'année prochaine écrire un nouveau plan de déplacement urbain qui va nous porter à horizon de 2040. Donc on va imaginer, après la 3e ligne de métro, quels sont les autres projets structurants pour développer les transports en commun sur le territoire. Donc effectivement, l'INSEE nous promettant, je dirais, la poursuite du développement démographique et économique de Toulouse d'ici 2050, nous sommes tenus d'aller de l'avant et dès maintenant de faire preuve d'imagination pour multiplier ces réponses. On va vous poser une dernière question, mais juste avant, oui. On va tout à l'heure, juste avant la première intervention, voir un reportage justement, puisqu'on va aller un peu dans le cœur du sujet. Une dernière question vous est posée par... Moi, je voulais intervenir tout à l'heure sur le ZAN, mais vous avez en partie répondu, mais sur... On va dire, vous parlez de l'offre de logement. Est-ce qu'il est facile déjà de se loger à Toulouse, aussi en matière d'encadrement des loyers? Vous nous aviez dit il y a 3 ans que vous étiez contre. Venu vous voir, vous étiez contre. Est-ce que là-dessus vous avez évolué? Est-ce qu'il y a aussi pour les étudiants un problème comme dans beaucoup de métropoles de phénomène d'Airbnb aussi qui empêche aussi des étudiants d'accéder à des logements? Quelle est la situation à Toulouse? Je vous donne 2 chiffres, monsieur le maire, en complément de ce que dit Olivier Marin. 12% des étudiants ont renoncé à leurs études faute de logement. 12% sur la rentrée. Au niveau national? Au niveau national, oui, non, je ne parle pas du territoire. 17% au niveau national des contrats à durée indéterminée qui devaient être signés pour des jeunes actifs n'ont pas été signés faute de logement. Alors, à Toulouse, oui, moi je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de problème de logement. Oui, il y a des besoins de logement. Il y a un chiffre que j'ai parce qu'on a une responsabilité, nous, les collectivités particulières, c'est le nombre de dossiers de logements sociaux en attente. On en a 41 000 sur la métropole. 41 000, il y a quelques années,
on en avait 35 000. Donc effectivement, malgré la production de logements, nous avons encore des progrès à faire. Et c'est un défi qui n'est pas facile à relever. D'abord parce que la conjoncture est difficile en ce moment, mais bon, ça c'est pas des causes toulousaines. Hein. Chacun le sait bien. L'utilité de cette émission, c'est de parler spécifiquement de Toulouse, donc je ne vais pas, je dirais, disserter là-dessus. Sur Toulouse, on a un phénomène depuis quelques années, c'est que nous, au niveau de la ville de Toulouse, nous délivrons le nombre de permis qu'on doit délivrer. Hein, on s'est fixé comme feuille de route 3500 permis, enfin 3500 logements autorisés par an et 3500 par les 36 autres communes de la métropole. On s'est mis d'accord sur ces objectifs de manière consensuelle. Mais la loi est faite de telle manière qu'une fois qu'on a défini cela au niveau métropolitain, le pouvoir de délivrance des permis n'appartient pas à la métropole. Il appartient à chaque maire. Et c'est là où l'honnêteté doit me conduire à faire un constat contrasté. Il y a des blocages. C'est simple. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur l'année écoulée, sur les 37 communes de la métropole, nous étions 4 à être à jour de nos objectifs. Et la ville de Toulouse a même délivré, sur les 9 premiers mois de l'année 2023, davantage d'autorisations, donc pour davantage de logements, que sur les 9 premiers mois de l'année 2022. Donc nous sommes totalement à jour, malgré le contexte actuel de crise. Par contre, j'ai beaucoup de collègues qui restent réticents. Et c'est vrai que moi-même à Toulouse, je fais face à certaines contestations dans certains quartiers, parce que nous avons tel ou tel projet d'urbanisme. Il y a un quartier qui s'appelle les Pradettes, qui est prévu une opération de 700 logements. Ça a été très contesté, on a refait la concertation il y a quelques années, on est descendu à 375 logements, c'est quand même une diminution considérable. Et au moment de commencer l'opération, il y a 2 ans, le collectif du quartier est venu me dire « Ah mais maintenant que c'est le réchauffement climatique, donc il faut une ferme urbaine ». Ce qui est, je dirais, la nouvelle argumentation politiquement correcte de dire non à l'urbanisation. Et ça, c'est un problème caricatural, évidemment, on n'a pas cédé, mais c'est vous dire aussi que la réticence des gens déjà logés à accepter de nouvelles opérations d'urbanisme est une réalité, y compris à Toulouse. Voilà, alors après, sur le logement étudiant, oui, il y a des besoins également. On essaie, avec les autorités de l'État, en lien avec la région, d'impulser de nouvelles opérations. Voilà, donc effectivement, il y a des besoins, mais je dirais tout de même que les choses sont moins criantes qu'ailleurs. D'ailleurs, quand vous voyez la tension sur le niveau des loyers, on n'est pas 4e ville de France. On est toujours bien plus loin, parce que justement, nous sommes capables de produire. Et j'explique toujours que si jamais on veut arrêter la production... Mais vous êtes toujours défavorable à l'encadrement des loyers, Jean-Luc Mounir? J'y suis défavorable. D'abord, la loi sur l'encadrement des... J'ai même pas besoin d'y être défavorable. La loi sur l'encadrement des loyers demande que 3 conditions soient réunies, et on a étudié la question. Et je l'ai fait étudier à la métropole, sous la présidence de la maire de Colomiers, qui est vice-présidente chargée de l'habitat, qui n'est pas dans ma famille politique. Et la conclusion a été de dire que nous ne réunissions effectivement pas aucune des 3 conditions. Donc je veux dire, j'ai même pas besoin d'être contre. Effectivement, moi je suis plutôt contre, par principe, indépendamment de la loi, parce que je considère que c'est un formidable signal de découragement qui serait envoyé aux investisseurs au moment où on a besoin d'eux. Voilà, mais en dehors même de ma position, effectivement, la loi, quand on l'applique à Toulouse, ne peut pas déclencher cet encadrement. On va entrer dans le vif du sujet, justement, avec les interventions successives. Je vous propose, monsieur le maire, et vous, public, de découvrir un reportage que nous avons fait, justement, pour essayer d'entrer de façon beaucoup plus pratico-pratique dans le sujet, à la fois des prix du logement, du neuf, mais aussi de l'ancien. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite après. C'est le retour des clés de la ville, et pour commencer cette 4e saison, quoi de mieux que de revenir à Toulouse? Alors à tous, bienvenue dans la ville rose, la ville aux 1000 visages.
3 ans après notre première venue dans la capitale de l'Occitanie, ce reportage, c'est l'occasion d'observer son évolution. Focus sur l'immobilier avec une exploration de son ambiance vibrante, de sa joie de vivre contagieuse et de ses lieux iconiques. Citons à ce titre la célèbre place du Capitole, la basilique Saint-Cernin ou encore la Cité de l'Espace. Hier capitale des Visigoths, aujourd'hui capitale aéronautique et spatiale, Toulouse est une ville qui se visite. Ce qui fait sa particularité, ce n'est pas tant la chocolatine que son architecture unique et ses briques de couleur rouge. De cette brique de terre cuite que la cité utilise depuis l'Antiquité, elle en a tiré son surnom de ville rose dans l'imaginaire collectif. Son format peu courant a donné naissance à une architecture originale, riche et diverse. En 2021, nous avions quitté Toulouse en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui, où en est la ville rose? Comment s'est développé son marché immobilier depuis? Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré 2 experts locaux, Vincent Jam, le directeur d'Espace Atypique Toulouse, et Rodolphe Poubelle, directeur général de Citia Toulouse. Toulouse, historiquement, vous avez ce qu'on appelle le centre historique, qui est constitué de 3-4 quartiers, les quartiers Saint-Étienne, Les Carmes, Victor Hugo. Toulouse, les quartiers sont des villages. Chaque quartier est un village. Nous avons les autres quartiers qui sont au-delà de la Garonne et l'agglomération toulousaine. La particularité de Toulouse, si vous me parlez d'architecture, c'est la toulousaine, la maison toulousaine, avec cette fameuse brique toulousaine qui est de la brique foraine en terre cuite, qui bien évidemment apporte la couleur rose au mur, d'où le nom la ville rose de Toulouse. Historiquement une maison une maraîchère, une maison de maraîcher, qui avec le temps et le changement un peu de mode de vie a souvent été divisé en appartements. Vraiment le bien typique pour le coup de la ville de Toulouse. L'atypisme, le bien atypique, c'est l'absence de conformisme. On est sur un bien qui, par sa singularité, va trancher avec les autres biens. On a progressivement, je pense, abandonné la maison pavillonnaire des années 80 pour rechercher véritablement de l'unique, de l'exceptionnel. Les gens recherchent un bien atypique. Comment se porte le marché immobilier toulousain? Quels sont les défis et opportunités qui l'attendent? Alors, sur l'aspect transaction, donc, on a quelques chiffres qui en plus ont été confirmés par la Chambre des notaires. On a une baisse du volume des transactions. Par contre, on maintient l'augmentation des prix à Toulouse. Sur 5 ans, Toulouse a connu une augmentation de 17,5%. Il y a 1 an, c'était 3,2% et aujourd'hui, depuis 3 mois, on enregistre une légère baisse de moins 0,7%. Sauf que quand on cumule tout ça, on est toujours en augmentation. On a un prix au mètre carré sur les appartements qui est de 3 280 €, avec le plus faible qui est à 1 900 en fonction des quartiers, notamment Saint-Étienne, qui est le cœur historique avec la cathédrale de Saint-Étienne, qui est à 5 630 €. Et on a une augmentation aujourd'hui qui est de 3,1% en moyenne sur Toulouse. Alors la location, déjà un premier chiffre, qui est un loyer moyen, qui est observé, qui est de 12 € le mètre carré. Et où on a un syndrome où 25% des propriétaires de logements qu'il faut réhabiliter en FNG ont une motivation à la vente. Donc du coup, ça veut dire que ça, à terme, on va avoir une diminution de l'offre. Comme on est toujours dans un marché haussier, en fait, l'offre et la demande ne se réalisent pas. Du coup, on a beaucoup de biens à la vente en stock. Je prends la MEPI par exemple, où on a 2800 biens en exclusivité. Aujourd'hui, j'ai 3345 biens en exclusivité à Toulouse. Le marché du neuf a connu des ralentissements, mais notre partenaire Nexity continue de construire. Stéphane Dallier, le directeur général du pôle immobilier résidentiel de Nexity, nous éclaire sur la situation actuelle du marché immobilier neuf à Toulouse. C'est une ville où on construit, c'est une ville où il y a eu beaucoup d'investissements et d'investisseurs, qui est une des populations un peu la plus touchée par la difficulté qu'ils ont quand même d'obtenir les prêts. Donc c'est une ville qui se remet perpétuellement en question et qui, sur ce type d'opération, démontre sa capacité à avoir une programmation un peu différente de ce qu'on a pu connaître il y a une dizaine d'années. Alors le marché toulousain se porte plutôt bien, reste encore dynamique malgré les difficultés du marché national. Évidemment, on a la même problématique à Toulouse que sur toute la France.
La vraie problématique, elle est que les acquéreurs ont du mal à obtenir leurs prêts, mais c'est un marché qui reste dynamique et qui continue à vouloir construire puisqu'il y a encore des consultations. Et on a quelques opérations en cours, alors pas que dans Toulouse, hein, on est aussi autour de Toulouse. On a encore quelques résidences seniors et puis du logement classique. Et on est très content de continuer sur cette lancée. Donc c'est un marché qui continue à se projeter. Et on trouve ça plutôt intéressant. Il y a beaucoup de villes qui ont arrêté complètement la construction. Ça n'est pas le cas à Toulouse, et tant mieux, il y a encore beaucoup de belles choses à faire. Pour illustrer notre propos, quoi de mieux que de découvrir la Villa Serena, une résidence senior, mais pas que. C'est une opération en fait qui est née d'un constat commun et d'une volonté commune entre une ville, en l'occurrence la mairie de Toulouse, et un promoteur, Nexity, pour essayer de trouver une réponse à une problématique immobilière qui est assez courante, mais une population qui souffre d'un handicap. Et donc on a voulu créer un ensemble de logements, 80 logements répartis sur 2 bâtiments, qui est géré et exploité par Mobicap, qui est un spécialiste de l'inclusion dans le logement. On va loger des gens qui souffrent d'un handicap ou des seniors qui, eux, sont dépendants. Toulouse est une ville en constante évolution qui ne cesse de nous surprendre. C'est une ville qui attire. En 30 ans, Toulouse a augmenté sa population de 57%. Alors que vous soyez de passage ou que vous envisagiez d'y rester, le subtil équilibre entre douceur de vivre et essor industriel saura vous séduire. Entrée au début des années 2020 dans le cercle restreint des villes françaises de plus de 700 000 habitants, l'agglomération de Toulouse aura beaucoup à vous offrir. La qualité de vie, je dirais un état d'esprit qui est propre au sud-ouest. Mais les gens vraiment, c'est ce Toulousain qui est cosmopolite, qui n'est pas forcément né à Toulouse, qui vient des 4 coins de la France, fait que Toulouse est une ville chaleureuse et qui aime accueillir les gens. Ainsi démarre notre 4e saison des Clés de la Ville et nous sommes ravis de vous emmener à la découverte de Toulouse, ville dynamique, colorée et pleine de charme. Bienvenue à Toulouse. Merci. Un reportage qui a été réalisé il y a quelques semaines par Alexandre Burkhardt, qui est notre directeur artistique. Dans quelques instants, nous allons accueillir pour la séquence La vie ensemble. On va parler de logement neuf, monsieur le maire. Je vous donne juste un chiffre. En France, dans certains territoires, on accuse des baisses de production de logements neufs qui vont jusqu'à 40%, parfois plus. Au-delà du drame économique, de la tragédie économique que ça peut provoquer dans un écosystème dans lequel on a les artisans du bâtiment, on a toute une chaîne de métiers, ce sont les Français qui en prennent, entre guillemets, plein à poire, si on peut dire les choses comme ça, puisque, comme vous le savez, l'absence de production de logements neufs compresse la demande sur l'ancien. C'est une situation qui est une situation dramatique, qui est sociale, qui est sociétale. Je sais, monsieur le maire, et je suis ravi que vous soyez là, que vous êtes un maire bâtisseur, réélu et bâtisseur, vous l'avez montré et vous l'avez démontré. C'est toutes ces réponses, mesdames et messieurs, que je vous propose que nous abordions avec notre prochaine séquence. Nous allons accueillir Stéphane Dallier, le directeur général du pôle résidentiel de Nexity, que vous avez vu dans le reportage, dans lequel, par l'exemple et par l'illustration, on va parler du marché du neuf. C'est tout de suite après ça. Les Clés de la Ville, la vie ensemble avec Nexity. Et bien voilà, de retour sur le plateau pour La vie ensemble avec le directeur général du pôle résidentiel de Nexity, Stéphane Dallier. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Mieux que le marché. C'est-à-dire en fait, ça me laisse une certaine latitude dans mon humeur. Donc c'est plutôt bien. Stéphane Dallier, vous êtes en présence de Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse, qui est un maire bâtisseur. Il a cette réputation. Vous avez cette réputation. C'est un des derniers. Dans les grandes villes, on n'est plus très nombreux. Et vous n'êtes, justement, j'allais le dire, vous n'êtes plus très nombreux. Et il y a une chose que j'apprécie, mais ce que je vous ai eu souvent sur le plateau, c'est que vous avez le verbe fort. Et vous, toujours, lorsque vous développez votre argumentation, on peut ne pas être d'accord avec vous, vous l'illustrez toujours par l'exemple que vous avez démontré dans une longue carrière d'élu. Et je pense à cet égard que les élus locaux sont quand même les premiers exposés, Stéphane Dallier, à ce type de problématique. Je voudrais qu'on commence par le marché. Vous le savez, Stéphane, vous représentez le premier promoteur national. Hein, donc, encore maintenant, oui. Voilà, toujours le premier. Alors, quand on parle de baisse du marché, dramatique, violente, rapide, on ne se trompe pas? Ah non, on ne se trompe pas. Alors, je vais pas parler de Toulouse, je vais parler d'une manière un peu on va parler du marché, ensuite on entrera dans le... Et notamment sur le national, puisque le premier semestre a fini, alors selon
selon les études, entre moins 30 et moins 37% par rapport au premier semestre de l'année dernière, mais avec un chiffre un peu trompeur, puisque dans ces moins 37%, c'est moins 45% de ventes aux particuliers et une meilleure performance, je dirais, que la vente aux particuliers, la vente en bloc, principalement à des investisseurs institutionnels et surtout des bailleurs, puisqu'on voit bien que cette année, contrairement à l'année dernière, les investisseurs institutionnels privés ne sont plus au rendez-vous pour simplement un manque de rentabilité sur le logement. Alors, rentabilité sur le logement, est-ce qu'on peut, en présence de l'élu local qu'est Jean-Luc Moudinque, dire est-ce que c'est systématiquement les problématiques qui sont liées aux collectivités locales, le fait de ne pas autoriser, de ne pas faire les autorisations d'urbanisme, d'instruire le permis de construire. Vous le savez, Stéphane Dallier, il y a une vraie demande de logement des Français. Ça n'a pas changé, ça? Alors, ça n'a pas changé, c'est plutôt rassurant pour notre métier, puisque c'est un véritable besoin structurel, et en plus, c'est un métier qui n'est pas délocalisable. Donc déjà, c'est quand même rassurant pour nous, promoteurs. Après, la vraie difficulté qu'on a eue, parce que la difficulté a changé, qu'on a eue, c'était effectivement une crise de l'offre. C'est pas tant le nombre de terrains qu'il n'y a pas, c'est le nombre de projets. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à obtenir des permis de construire. Alors oui, Toulouse est encore plutôt généreux dans la délivrance de permis de construire, mais beaucoup de maires, ça fait quelques années que je fais ce métier, beaucoup de maires qui sont plutôt réputés comme des maires constructeurs ont arrêté. Parce que des difficultés avec les riverains, des difficultés aussi parce que ça génère des besoins en école, ça génère des besoins en assainissement, et on sait bien qu'au fur et à mesure, l'État s'est un peu désengagé, et donc il faut trouver des ressources un peu différentes pour pouvoir payer tout ça. Vous pensez que c'est un frein, justement, auquel font face les élus locaux? Moi, je suis plus content d'être promoteur que maire, parce que c'est sûr que c'est un véritable frein. Aujourd'hui, les élus, on leur en veut pas de réduire la voilure. On sait bien que ça a créé beaucoup de difficultés dans les villes. Je parlais des écoles, je parlais de l'assainissement, mais les riverains ont toujours l'impression que, en face de chez eux, ça leur appartient. Alors que il y a un PLU qui détermine la construction, mais on se met aussi à leur place. Vous êtes vous êtes dans un logement, il n'y a rien en face de vous, puis tout d'un coup il y a un immeuble. C'est des recours. Alors c'est moins le cas côté de Toulouse, mais faut savoir qu'en Île-de-France, il y a à peu près 80% de recours sur les permis de construire. Donc c'est plus que le fait de ne pas avoir de permis, c'est pas de projet. Alors justement, oui, peut-être Stéphane Dallier, quels sont, si on est sur Toulouse quand même, on reviendra au marché national, mais quelles sont les opérations qui sont menées sur Toulouse, la région, et puis surtout si on peut avoir une idée des prix, les prix du neuf qui sont quand même élevés? Alors, on a fait pas mal d'opérations à Toulouse. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait quelques années qu'on travaille sur Toulouse et sur la métropole. On avait participé dans la première, il me semble, la première phase de la cartoucherie. On espère être dans la troisième, puisqu'on a répondu, et que l'oral c'est demain, donc on verra. C'est un très très beau projet, et là je dois dire que effectivement la densité heureuse ou l'intensité, la cartoucherie c'en est l'exemple même, puisque le fait de faire des immeubles avec une hauteur un peu conséquente permet justement de désartificialiser le sol. Et on voit bien que sur la troisième phase de la cartoucherie, qui est en consultation, aujourd'hui le sol est 100% artificialisé, ça va permettre de désartificialiser jusqu'à 37-40%. Donc ça a un vrai intérêt de construire un peu en hauteur, et j'entends bien, il faut une architecture qui soit digérable par les riverains, parce que c'est toujours ça la difficulté qu'on a. Et c'est vrai que durant des années, la hauteur faisait peur, parce que c'est pas tant les immeubles de grande hauteur, c'est que vous vous souvenez, cette architecture des années 70-80, c'était sur des dalles. Et c'est ça qui est horrible, en fait, et notamment en région parisienne. Ramener au niveau de la rue des commerces, ça change effectivement tout. Donc faut pas en avoir peur. Alors justement, monsieur le maire, quand on dit que les élus, finalement, voient renier leur marge de manœuvre avec la baisse des dotations et des ressources à la fois fiscales qui sont liées aux politiques publiques, on ne va pas revenir sur les différents éléments, est-ce que vous considérez que c'est un frein aussi, justement, au fait de dire je ne suis plus en mesure, techniquement, pour des infrastructures publiques, d'accueillir forcément des nouvelles populations, et ce qui crée effectivement une tension sur le logement, et notamment la production de logements neufs? Alors effectivement, je crois que les deux freins principaux
qui affectent les élus lorsqu'ils décident un petit peu de geler l'urbanisation, c'est d'abord le fait qu'on a bouleversé nos ressources. Pendant 30 ans, il y a eu ce que j'ai appelé les 30 glorieuses des collectivités locales. Après les lois de décentralisation, pendant 30 ans, ça a été vraiment d'une grande stabilité en ce qui concernait les règles du jeu, notamment les règles du jeu financières entre l'État et les collectivités, quels que soient les gouvernements qui ont pu changer. Et depuis 2014, précisément, on est rentré dans un cycle de changement de règles. Il y a eu la fameuse baisse des dotations de 2014 qui s'est appliquée pendant 2 ans, 2014-2015. Alors, ça a arrêté de baisser, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est des dotations perdues et la reproduction de la perte, elle se fait chaque année. Donc c'est perdu et chaque année, on nous reproduit la perte. Simplement, on ne l'aggrave plus. Par contre, il y a eu d'autres réformes qui sont venues porter atteinte à, je dirais, la quiétude que les élus avaient sur les finances. La suppression de la taxe d'habitation. Bon, ça a été une bonne chose pour les Français. En termes de pouvoir d'achat, il faut le reconnaître. Pour autant, ça veut dire que les maires n'ont plus intérêt finalement à développer l'urbanisme, puisque dans nos villes, 2/3 des habitants ne sont pas propriétaires. Donc 2/3 des Toulousains, 68% pour être précis, ne paient plus d'impôt municipal. Et donc forcément, le maire lambda, il n'est pas très incité à développer la population et donc l'habitat, puisqu'il sait que en face, il n'y aura plus la ressource. Alors l'État nous a compensé, bien sûr, mais par une ressource qui est devenue nationale. Avant, on décidait l'urbanisation et on savait à peu près la ressource qu'on aurait en termes de taxe d'habitation. La compensation aujourd'hui, c'est la TVA. La TVA nationale, parce que la TVA, par définition, c'est un produit fiscal que vous ne pouvez pas territorialiser. Et donc, que vous ayez développé votre territoire ou pas, la TVA, c'est quelque chose qui vous échappe et qui est une donnée nationale, que l'État ensuite répartit. Donc c'est quelque chose qui est perçu par beaucoup de mes collègues comme démotivant. Également la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, elle n'a pas été totalement supprimée pour les entreprises, mais elle a été totalement supprimée pour les collectivités. C'est juste. Depuis l'année dernière. Je peux vous dire que par rapport à ce que nous aurions touché si la CVAE avait été encore là en 2023, nous, à la métropole, puisque là c'est une ressource de la métropole, on a perdu 7,5 millions. Et c'est souvent comme ça. Je n'accuse pas le gouvernement actuel, parce que tous les gouvernements font ça depuis des décennies. Quand il y a... le gouvernement a l'art de supprimer des ressources fiscales qui appartiennent aux autres, qui appartiennent aux collectivités. Et il met en place une compensation financière qui, la première année, en général, est plutôt équivalente à la ressource qu'on aurait eue s'il n'y avait pas eu la suppression de l'impôt en question. Mais dès la deuxième année, la compensation se dégrade. Donc effectivement, il y a maintenant, nous sommes depuis quasiment 10 ans, entrés dans un paysage d'incertitude quant à nos recettes. Et puis après, il y a effectivement la réticence des habitants, dont je parlais tout à l'heure. Je crois que ce sont les deux principaux facteurs, parce qu'effectivement, une fois qu'on accueille des habitants, il faut des écoles, il faut des crèches, il faut des équipements culturels, des équipements sportifs, il faut un tas d'aménités qui font que la vie est agréable, qu'il y a des services publics de proximité. Moi, quand j'inaugurais des crèches dans le mandat précédent, des groupes scolaires, Toulouse a le record de France de création de groupes scolaires depuis une dizaine d'années. Quand j'inaugurais des groupes scolaires entre 2014 et 2020, école maternelle, école élémentaire, grosso modo, j'étais sur des groupes scolaires qui coûtaient autour de 10 à 12 millions d'euros. J'en inaugure là maintenant, donc le mandat 2020-2026, sauf que les groupes scolaires que j'inaugure, ils sont plutôt autour de 15 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la hausse des matériaux, il y a la réglementation énergétique qui est on ne peut plus vertueuse. Sauf que tout ça se traduit par des dépenses nouvelles et les recettes pour y faire face ne sont pas à la hauteur. Donc on doit sans arrêt faire des efforts d'imagination incroyables pour ajuster les budgets.
On comprend mieux d'ailleurs, effectivement. Merci Monsieur le maire de nous donner ces indications parce que on comprend mieux effectivement l'équation que vous devez résoudre. Question marché justement régional pour revenir au niveau de la région. Stéphane Dallier, on a appris. Est-ce que le prix du mètre carré de production de logements neufs a changé? Est-ce qu'il a évolué parce que justement impact matériaux, coûts travaux et nouvelles réglementations? Oui, il a changé. Quand on regarde les statistiques qu'on m'a sorties sur Toulouse, je crois que ça a pris 11% pratiquement. 11% de hausse. 11% en un an. Mais en fait, il s'explique assez facilement et c'est d'ailleurs la grande difficulté qu'on a aujourd'hui puisque on voit bien que l'augmentation des taux d'intérêt prive une bonne partie de la capacité d'achat immobilier des Français, quand bien même la valeur de nos logements en neuf ne cesse d'augmenter. On rêverait de pouvoir faire des moins 15%. Mais la construction même d'un prix d'un logement neuf, il est quand même assez simple. Il est le coût d'un foncier, le coût de travaux et la rémunération d'un risque qui s'appelle la marge du promoteur. Aujourd'hui, le risque n'a jamais été aussi grand et on voit bien les difficultés qu'on a à aller jusqu'au bout d'une opération et pourtant on rogne en ce moment sur nos marges. Le prix du foncier ne cesse d'augmenter et je regrette toujours que même l'État et les collectivités n'arrivent pas à faire quelque chose pour réglementer tout au moins le prix de leur foncier. Parce qu'on voit bien que les difficultés qu'on a quand on répond à une consultation, c'est souvent celui qui va donner le plus qui va gagner, alors qu'au contraire, il faudrait que ce soit celui qui aujourd'hui donne le moins, mais donne le meilleur projet avec un prix de logement le plus bas possible pour pouvoir. Et on est à combien du mètre carré là aujourd'hui? Là, on est à 4 700 € du mètre carré. Ah quand même. Oui, quand même. C'est pas neutre du tout. Non, Olivier. pas du tout. Et justement, pour relancer, certains professionnels disent qu'on a besoin des investisseurs privés, notamment dans le neuf, pour à la fois construire de logements, pour loger des gens, et c'est bon aussi pour l'emploi. Or, on sait que le dispositif d'investissement locatif Pinel va peu à peu s'éteindre. Il continue quand même, il ne faut pas affoler les investisseurs, mais voilà. Faudrait-il prolonger notamment ce dispositif d'investissement locatif Pinel? Certains le demandent. Quel est votre sentiment, Stéphane? Alors, c'est toujours une vraie question depuis des années et l'État dit clairement, et c'est assez vulgaire ce que je vais dire, mais que les promoteurs sont picousés aux incitations fiscales et notamment au Pinel. Aujourd'hui, le problème, il n'est pas le Pinel. Parce que le Pinel, vous avez raison Olivier, il est prorogé jusqu'à fin 2024, jusqu'à preuve du contraire. Pourtant, on n'en vend plus. On n'en vend plus pour deux raisons. Une raison majeure qui est l'attentisme des Français particuliers. Et tous les jours, ils entendent à la radio que le prix va baisser, donc ils attendent. Mais le prix ne baisse pas. Et plus ils attendent, moins ils auront la capacité de faire. Et puis la grande difficulté qu'ils ont à obtenir leurs prêts, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans le reportage, c'est peut-être la classe d'investisseurs qui est la plus touchée, puisque vous savez que il y a une fameuse loi sur les conditions d'octroi et le taux d'effort à 35%, qui est encore une fois très bien pour protéger les bas salaires. Mais il ne considère plus le reste à vivre. Donc on va mettre dans la même balance quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois et quelqu'un qui pourra en gagner 20 000. Et donc ce taux d'effort, il faut absolument le modifier en fonction du reste à vivre. Les banques savent et connaissent leurs clients. Alors certes, il y a des dérogations possibles, et je les entends tous les jours, 20% de dérogations possibles pour les banques sur ce taux d'effort. Mais en fait, sur ces 20%, il y a 70% qui sont fléchés résidence principale. Bien sûr. Et c'est pas ces 70% qu'il faut flécher. On a vu effectivement les effets délétères sur le plan économique. Je vous cite juste une parole d'Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment. Vous savez qu'il parie le mot n'est pas approprié, prévoit 125 000 emplois détruits sur les 18 prochains mois. Je pense qu'il est très en deçà de la réalité. Sans compter. Alors certains estiment que c'est plutôt entre 180 000 et 200. Sans compter la chaîne de l'immobilier. Et ça, vous le savez aussi, bien sûr, monsieur le maire, entre les agents immobiliers, les indépendants, qui aujourd'hui voient leurs activités quand même très significativement réduite. Je vais y arriver. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de la Villa Serena, par l'illustration, par l'exemple, justement, quelques mots sur ce formidable projet qui est sorti de terre. Alors la Villa Serena, c'est tout sauf ce qu'on vient de dire, puisque c'est bas, c'est du R+4, ouais. Mais c'est de l'inclusif. C'est quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que c'est venu d'un constat commun entre la ville et nous, sur le fait que aujourd'hui, nos seniors et les personnes souffrant d'un handicap ont
des difficultés pour trouver un logement, que ce soit en accession à la propriété, en location. Donc on a fait cette opération qui est une petite opération, hein, c'est 80 logements sur 3 bâtiments. Une partie, c'est un concept qu'on a développé chez Nexity qui s'appelle Complicity, qui peut être du multigénérationnel ou du senior. C'est pas les grands ensembles qu'on peut connaître de résidences seniors classiques avec plein de services. Généralement, les services sont gérés par une association, en l'occurrence c'est l'ADMR, qui a un réseau d'aide à domicile et qui va permettre à toute cette population-là de vivre chez elle en pleine autonomie, mais avec quand même du service. Et puis à côté de ça, on a un partenaire qui s'appelle Mobicap, qui est spécialisé dans le logement inclusif, qui est destiné à une population souffrant d'un handicap, mais qui va permettre à cette population de trouver un logement et de quand même vivre en autonomie partielle, puisqu'ils sont très présents, mais pas forcément dans un centre spécialisé handicapé. Donc c'était une opération très intéressante et ça nous a permis de nous revoir récemment, alors pas moi mais les équipes, puisque je crois que ça a été inauguré au mois d'octobre et on en est très content. Et c'est pour démontrer que un promoteur ne fait pas que des grosses opérations. Au contraire, un promoteur, il doit permettre à des populations différentes d'être logées. Donc on fait aussi beaucoup de résidences seniors avec Égide Domitis, pas qu'à Toulouse, hein, dans tout l'environnement. Et on réfléchit en permanence à cette difficulté qu'ont les gens à se loger. Et c'est vraiment l'objectif premier de Nexity. Et vous êtes d'ailleurs très en avance sur des modes constructifs, puisque actuellement vous réfléchissez sur de l'assemblage effectivement hors site, ainsi que un développement très fort de la filière bois sur effectivement le développement de l'impact lieu de C'est effectivement, je pense, une des solutions pour essayer de faire baisser le prix du logement. Oui. Aujourd'hui, le hors-site et le modulaire, tel qu'on l'appelle, a toujours été plus cher, ce qui est quand même assez étonnant parce que c'est censé être un produit industriel et c'est plus cher que le sur-mesure qu'on fait sur place. Donc on a passé un partenariat stratégique avec Top Hat. Ce sont des Anglais. Bon, on va essayer de les implanter en France, parce que le but, c'est quand même que ça vienne de France. Mais c'est vraiment de l'industriel pur. Et le but, c'est de massifier ces achats pour pouvoir descendre le prix. Bien sûr. Et puis voilà, et puis pour pouvoir trouver un petit bol d'air aussi dans ces difficultés du moment. Merci Stéphane Dallier. On va parler d'un sujet très important, monsieur le maire, auquel vous êtes particulièrement attaché. Et Dieu sait que tous nous l'avons vécu, c'est justement les changements climatiques. On va parler de rénovation énergétique. Nous allons recevoir dans quelques instants Pierre-Marie Perrin pour la séquence Elio. On va parler de confort dans l'habitat et de rénovation. C'est tout de suite après. Les clés de la ville, bien mieux avec Elio. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau dans cette magnifique chapelle Saint-Joseph. Je vous incite à venir la visiter et puis de venir tout simplement à Toulouse visiter cette ville magnifique. On a toujours beaucoup de plaisir à y revenir. On va parler maintenant de la séquence Bien mieux avec nos amis d'Elio. C'est Pierre-Marie Perrin qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Sylvain. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. On est très heureux de vous recevoir en présence de Jean-Luc Moudinque qui nous reçoit pour la deuxième fois ici à Toulouse. Olivier, première question. Oui, alors tout d'abord remettre peut-être dans le contexte, savoir que la rénovation énergétique, c'est à la fois le chantier du siècle. On a besoin de confiance, on a besoin de transparence. Quand on parle de DPE, certains remettent en cause la fiabilité du DPE. Pourquoi y revenir ? On parle aussi du calendrier, avec le risque de voir sortir du logement, du parc locatif, des logements classés G, notamment dès 2025. Beaucoup de questions, et donc Elio, spécialiste de la rénovation énergétique, qui accompagne. C'est important, je crois que c'est l'un des mots-clés, c'est l'accompagnement. Est-ce que Pierre-Marie, vous pouvez déjà rappeler brièvement le rôle d'Elio au quotidien, et puis les nouveautés réglementaires, il y en a beaucoup en ce mois d'octobre. Alors merci Olivier, effectivement Elio, on est un acteur indépendant français basé sur l'ensemble du territoire national et notre spécificité c'est qu'on est expert des solutions d'efficacité énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a l'impression que c'est un peu un gros, mais il y a 3 ans, quand on parlait d'énergie, que ce soit chez les industriels, que ce soit chez les ménages, dans les collectivités territoriales, l'énergie n'était pas une question. C'était quelque chose que l'on traitait effectivement. Et aujourd'hui, c'est devenu central pour les ménages, pour les industriels, pour les bailleurs, pour les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on doit donner confiance, on doit apporter des solutions concrètes pour accompagner l'ensemble des publics dans la rénovation énergétique. Et donc Elio les accompagne de A à Z, donc c'est-à-dire de l'audit énergétique,
jusqu'à la préconisation des scénarios de travaux. Et puis après, on va aller chercher les aides, notamment pour les particuliers, des aides publiques, avec MaPrimeRénov', le dispositif d'aide publique, mais également des aides privées, que les Français et les citoyens ne connaissent pas forcément, mais les certificats d'économie d'énergie qui vont financer la transition énergétique des logements. Alors, les nouveautés, il y en a eu pas mal. Hein, là. Alors, il y a eu énormément de nouveautés, déjà dans le cadre du PLF, donc de la loi de financement. Quasiment 5 milliards vont être attribués à la rénovation énergétique des bâtiments, plus 1,6 milliard en 2024, ce qui est très important. Et donc, l'État a décidé d'inciter les Français, et notamment d'inciter les ménages les plus modestes, à faire des rénovations globales et performantes. Parce qu'aujourd'hui, si on veut résoudre cette problématique d'efficacité énergétique et de baisse des consommations énergétiques, il faut rénover globalement son logement. Il n'y a que comme ça qu'on réussira à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on va faire des travaux d'isolation, des travaux de changement de système de chauffage, des travaux en installant des VMC, et le gouvernement les a incités en mettant notamment des aides particulières avec MaPrimeRénov', en finançant quasiment 90% des rénovations globales pour les foyers modestes. Donc quand vous avez des travaux jusqu'à un seuil de 70 000 euros, l'État, avec l'ensemble des aides, vont être capables de financer quasiment 63 000 euros, 90% des aides, donc ce qui est énorme. Le but, c'est de massifier et de passer de 60 000 rénovations globales aujourd'hui, en 2023, à plus de 200 000 demain. Alors justement, c'est un sujet important parce que si on prend le territoire, ça va avoir un impact très fort pour les familles toulousaines, je suppose, puisque effectivement il y a un positionnement climatique où plus de 80% de l'habitat est un habitat qui doit être rénové. Est-ce que justement ça va permettre, vous le pensez, Pierre-Marie, d'engager plus fortement les ménages à engager les travaux de rénovation énergétique? Très concrètement. On parlait de confiance tout à l'heure. Et si les ménages n'ont pas confiance dans les dispositifs d'aide, ils ne vont pas pouvoir rénover leur logement. Donc aujourd'hui, avec le dispositif notamment France Rénov' et avec le dispositif qui va être mis en place au 1er janvier, Mon Accompagnateur Rénov', les Français vont avoir un point d'entrée, une entrée unique pour rénover leur logement. Et ça, c'est extrêmement important, qu'ils aient confiance. Et si des acteurs comme nous peuvent les accompagner de A à Z, des préconisations de travaux jusqu'au Z, jusqu'à la réalisation des travaux, c'est extrêmement important. Et donc du coup, on va pouvoir massifier. Et puis à Toulouse, c'est une problématique qui est importante, puisque vous en parliez tout à l'heure, monsieur le maire, mais on a quasiment 60% de passoires énergétiques à Toulouse, donc ce qui est important, 50% à peu près en F. Donc il y a des travaux à faire et les ménages devront être incités pour le faire. Et je sais que la métropole a notamment mis en place des dispositifs importants d'aide pour accompagner cette démarche. Alors justement, on va rentrer dans le concret, on va voir des exemples à Toulouse, notamment pour les appartements et pour les maisons, mais peut-être un mot sur l'État et les collectivités avec des nouveaux enjeux importants. Absolument. Très gros enjeu, l'État, ou en tout cas les bâtiments publics, représentent quasiment un tiers des émissions de gaz à effet de serre de tous les bâtiments en France. Donc c'est très important. Et l'État a décidé de mettre des moyens, notamment à travers le Fonds vert, qui va accorder quasiment 2,5 milliards en 2024 d'aides supplémentaires pour les collectivités, mais également la volonté de rénover les écoles. Et vous en parliez tout à l'heure, c'est un véritable enjeu de confort, que ce soit l'hiver pour les élèves, mais également maintenant on parle de bouilloire thermique et de confort d'été. Et donc il va y avoir des aides importantes qui vont être mises en place pour rénover énergétiquement les écoles. Et c'est l'objectif de rénover 40 000 écoles dans les 10 ans, ce qui est très dur à faire, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est bien beau de vouloir mettre des moyens, mais comment est-ce qu'on forme les gens? Il n'y a pas forcément assez d'entreprises sur le territoire. Vous parliez de défaillance d'entreprises, de manque de personnel, plus de 100 000 professionnels qui manquent. Et aujourd'hui, pour la rénovation énergétique, c'est exactement la même chose. On a les moyens, on a de l'argent, mais on est en incapacité de faire. Donc c'est une problématique qui va être difficile à résoudre et qu'il va falloir mettre en place. Une réponse peut-être, monsieur le maire, sur ce qui vient d'être dit? Effectivement, le gouvernement a mis en place des aides qui n'existaient pas et c'est évidemment très, très, très positif. Ça s'ajoute aux aides que nous-mêmes avons créées. Moi, j'ai mis en place depuis 2020 des aides qui n'existaient pas dans un tas de domaines pour la mobilité douce, pour justement l'énergie à la maison.
On a même créé, j'ai inauguré en février 2021, avant le début de la guerre en Ukraine, une maison de l'énergie qui est située au cœur de Toulouse, à côté de la métropole d'ailleurs. Et cette maison de l'énergie, elle ne désemplit pas. J'ai dû même doubler le nombre d'agents. Ce sont tous les Toulousains et les entreprises aussi qui peuvent aller là, et on leur fait un diagnostic personnalisé et des conseils personnalisés, parce que les situations énergétiques sont extrêmement variables d'une habitation à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Ça a beaucoup de succès. Et nous avons mis en place des aides financières en plus, les panneaux photovoltaïques par exemple jusqu'à 5 000 €. Donc tout ça est assez inédit. Ce que nous observons, et c'est le grand défi je crois dans cette affaire, c'est que les gens sont mal informés, c'est compliqué, c'est un véritable maquis. Comment s'y reconnaître? Pourquoi? Parce que les aides, il y en a beaucoup, elles sont dispersées, et donc on est éligible auprès de tel guichet, pas éligible auprès d'un autre guichet. Donc selon vous, il faudrait simplifier déjà. Il faudrait simplifier. Alors ce que vous disiez effectivement, c'est que on vit, tout ça vit au rythme des PLF, donc des projets de loi de finances, autrement dit le budget de l'État qui est voté chaque année, et chaque année il y a des nouveautés. Alors c'est très bien parce que ça va dans le sens du progrès, sauf que ça accentue la difficulté d'information et de compréhension. Et justement, à travers cette maison de l'énergie et les conseillers que nous avons embauchés, nous essayons de rendre les choses plus faciles et d'éviter aux gens de se lancer dans des démarches d'information sur tel site, puis tel autre site. Et au fond, on est là pour leur simplifier la vie, parce que c'est l'enjeu. Hein. Si la France, depuis si longtemps, a de la difficulté à déclencher la rénovation énergétique de ces bâtiments, c'est parce que de très très longue date, le système mis en place est un système compliqué, changeant, foisonnant, qu'il faut donc permettre de comprendre à nos concitoyens. Voilà. Alors après, on a tous les enjeux des bâtiments publics. Hein. Bien sûr. La mairie Toulouse, c'est 2 millions de mètres carrés en superficie. Les écoles, nous accueillons 35 000 gamins tous les jours, c'est pas moins de 211 écoles. Donc certaines ont 1 siècle et demi d'existence. Donc vous imaginez la diversité des situations du point de vue des diagnostics énergétiques. Donc c'est un effort que nous faisons. Hein. On met beaucoup d'argent pour créer de nouvelles écoles, j'en parlais tout à l'heure, mais on en met aussi plus qu'on n'a jamais mis pour rénover, et notamment du point de vue énergétique, les écoles qui existaient. Moi j'ai fixé 3 priorités sur les établissements publics en matière de rénovation énergétique et, je dirais, de protection de la canicule. Ce sont les écoles, les crèches et les EHPAD. Autrement dit, les Toulousains les plus fragiles, qu'ils soient les populations les plus exposées, à l'un ou à l'autre bout de la chaîne de la vie. Alors justement, on va entrer dans le concret. Justement, très concrètement, vous avez justement travaillé sur, vous avez évoqué le principe de rénovation globale. On va parler un petit peu alors, du parc énergétique toulousain, mais aussi des illustrations, par l'exemple, dans certaines copropriétés, par exemple. Exactement, donc je suis venu avec un exemple concret. Dans une copropriété de 1980, on va rénover 4 bâtiments de 60 logements. Dans une copropriété qui a un système de chauffage électrique et de gaz individuel, et qui a une étiquette après le DPE qui est à E. On va essayer de la faire passer à une étiquette C. Et donc on va engager plusieurs types de travaux. On va faire des ITE, isolation thermique par l'extérieur, qui permet vraiment d'isoler la maison. On va faire l'isolation des toitures terrasses, on va isoler les planchers bas, et on va mettre aussi des systèmes de VMC. Avec ça, on va réussir à passer à une étiquette énergétique de C, avec un gain énergétique de 39%. Pour des travaux de 900 000 € à peu près, avec Hélio ou d'autres acteurs, on va réussir à apporter quasiment 30% des aides, notamment grâce à des primes C2E, certificat d'économie d'énergie, pour à peu près 100 000 €, et puis ma prime rénov copropriété aux alentours de 200 000 €. Donc sur une rénovation énergétique de 900 000 €, on arrive à aller chercher quasiment un tiers des financements. Donc ça reste important, et le reste à charge reste important pour les ménages, et on va accompagner après les copropriétés, notamment dans leur assemblée générale, afin d'avoir les outils
d'avoir la maîtrise d'œuvre afin de porter leurs projets et de les aider à réussir cette transition énergétique. Mais aussi à financer le reste à charge. Et financer le reste à charge, notamment grâce à des dispositifs comme l'éco-prêt à taux zéro, mais d'autres choses également où des acteurs vont porter le financement et se rémunérer sur les économies d'énergie. Donc c'est un modèle qu'on est en train d'essayer d'expérimenter avec l'ADEME, de se rémunérer sur les économies d'énergie afin de porter le reste à charge et de soulager les ménages et les copropriétaires. Deuxième exemple concret, donc on est dans une maison individuelle et là vous prenez l'exemple d'une maison toulousaine de 156 mètres carrés. Exemple réel, je précise. Exactement, exemple réel. Donc là on va passer d'une étiquette G à une étiquette B et on va réussir à faire beaucoup de travaux pour avoir un gain énergétique de plus de 82%, donc ce qui est énorme. On va isoler les combles, isoler les murs par l'extérieur comme on en a parlé tout à l'heure, isoler les planchers bas, installation d'une PAC RO, installation d'un ballon thermodynamique, mais également installation d'une VMC. Avec l'ensemble de ces travaux, on arrive à changer d'étiquette de manière assez drastique pour atteindre l'étiquette B. Et sur un montant de travaux de 80 000 €, on va réussir à aller chercher plus de 30 000 € de travaux grâce au certificat d'économie d'énergie pour 20 000 €, grâce à ma prime rénov pour 8 000 € à peu près, grâce à des bonus également de sortie de passoires thermiques, mais également des bonus pour les bâtiments basse consommation. Et avec ça, on arrive à plus de 30 000 € de prise en charge par les aides pour un reste à charge aujourd'hui pour un particulier de 50 000 €, ce qui reste encore important. Mais avec tous les dispositifs qu'on a évoqués tout à l'heure, notamment l'éco-prêt à taux zéro, on réussit quand même à financer. Alors, il faut quand même impacter dans l'amortissement l'impact de la rééducation des coûts d'énergie, puisque du coup c'est intéressant sur le portefeuille et le pouvoir d'achat, mais c'est aussi sur la valorisation de l'actif que ça peut se compenser. Je pense que c'est une nécessité. De toute façon, c'est de plus en plus une nécessité, parce qu'il me semble d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, que les décotes, lorsqu'on ne fait pas les travaux de rénovation énergétique, indépendamment du fait qu'on ne peut plus les louer, peuvent atteindre 25%. Donc quand même, c'est pas neutre. Et monsieur le maire, donc les aides locales ou régionales peuvent se cumuler avec les aides de l'État. Oui, bien évidemment, selon les situations, selon les niveaux de revenus. Mais c'est bon à savoir, il faut le dire. Il y a évidemment des conditions. Bien sûr. Applaudissements pour Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires institutionnelles du groupe Elio. Merci. Nous allons recevoir dans quelques instants, pour la dernière partie de notre émission, les notaires. Justement, on va parler des prix de l'ancien. Et les notaires sont les premiers exposés pour nous donner toutes les statistiques. Ce sont des éléments et des données précieuses. Nous allons retrouver Maître Giral qui va nous retrouver sur le plateau dans quelques instants. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. Et bien voilà, de retour sur le plateau où nous allons parler des biens immobiliers dans l'ancien. C'est la séquence Parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat et nous rencontrons dans chaque ville les notaires des chambres justement qui nous donnent toutes les informations, toutes les données sur les enregistrements d'actes mais aussi les tendances du marché. Et nous recevons Frédéric Giral sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Nous sommes ravis de vous recevoir et comme il est d'usage pour cette partie de notaire, c'est notre ami Olivier Marin qui va vous poser la première question. Merci. Effectivement, juste rappeler donc que chaque mois dans chaque ville de France, on reçoit un notaire, maître Frédéric Giral. Vous êtes notaire à Caraman, campagne toulousaine, et vous êtes président de la chambre interdépartementale de la cour d'appel de Toulouse. Avec vous, donc, on va faire ce tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Alors, quelques chiffres clés pour démarrer. 3280 comme 3280 €. Ça, c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Toulouse, avec bien sûr des disparités selon les quartiers. 396 000 €, ça c'est le prix médian d'une maison ancienne à Toulouse. 45 ans, c'est l'âge moyen d'un acquéreur à Toulouse. Et puis, je regardais sur Figaro Immobilier le nombre d'annonces par rapport au nombre de locations. Et en fait, c'est un peu partout pareil, même sur d'autres portails type Se Loger ou bien ici. 4472, c'est le nombre d'annonces immobilières répertoriées sur Figaro Immobilier pour acheter un bien à Toulouse. Nombre d'annonces en location, 537. Il se passe quelque chose. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la location, il y en a de moins en moins, il est très difficile d'y accéder. En tout cas, sur ce marché toulousain, Maître Giral.
Oui, vous venez de donner des prix là, qui sont les derniers prix que nous avons enregistrés au vu des actes signés dans nos études. C'est des prix arrêtés à fin juillet 2023 et qui constatent encore une augmentation par rapport aux chiffres de la même période de l'année précédente. Alors une augmentation certes beaucoup plus modérée par rapport aux augmentations qu'on a connues par le passé, mais qui sont à mettre en perspective avec, par contre, les volumes de vente qui ont quand même fortement diminué sur la période de 1 an, parce que là, nous avons des volumes de vente qui, au premier semestre, ont diminué de 17% en moyenne. Ralentissement de l'activité, comme partout ailleurs. Oui, en fait. tout à fait. Oui. Ces volumes de vente, on pense que sur le second semestre, ils vont encore diminuer, mais ils n'ont pas impacté à ce jour les prix. Les Toulousains, je pense, comme les Français, sont attachés à l'immobilier, très attachés à l'immobilier qui constitue à la fois l'effort le plus important au quotidien des ménages, qui constitue aussi leur plus grande richesse. Et on voit, les notaires, nous accompagnons les gens au cours de leur vie, au moment des transmissions, au moment des successions. On voit à quel point il y a un attachement à l'immobilier. Cet attachement, il existe toujours. On a une situation un peu inédite aujourd'hui où on sent une sorte de crispation, de blocage par rapport à ce marché lié, comme l'ont dit mes prédécesseurs, beaucoup à des problèmes de prêts bancaires, hein, d'accès au crédit, notamment. D'accès au crédit. Mais on l'avait vu après la période du Covid, on avait été, nous, très très surpris. On se demandait comment l'après-Covid se passerait au niveau immobilier. Et on avait vu à quel point les Toulousains s'étaient recentrés sur leur logement. Alors il y avait eu des petites inflexions, des gens qui étaient un petit peu sortis des villes, d'autres qui avaient modifié un petit peu leur mode de travail et qui voulaient des surfaces plus grandes pour faire du télétravail. Mais autour de cette pandémie incroyable, l'immobilier était au cœur des préoccupations de chacun de nous. Je pense que ça l'est toujours, mais moins. Alors la préoccupation, elle y est, mais aujourd'hui, on est dans une forme un petit peu d'attentisme, de blocage, et que l'envie est toujours, mais le moyen d'y arriver est moins évident. Attentisme à la fois du côté des acquéreurs, mais aussi des vendeurs. Complètement. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est aujourd'hui dans des projets, au niveau des transactions immobilières, hein, qui sont des projets induits par la nécessité, un déménagement professionnel, un divorce, un décès, une succession, et qu'on est plus sur des projets humains. On se projette beaucoup moins. En fait, il y a une crise, je pense, de la confiance. C'est la confiance, bien sûr. Une crise de la confiance. L'incertitude. Voilà, on va rester dans son logement parce qu'on ne veut plus aller vers la propriété parce qu'on a peur, parce que les taux d'intérêt ont quadruplé en une année. Enfin voilà, toute cette incertitude provoque un manque de confiance. Il y a un manque de confiance réelle et cristallisé autour du logement. Et comme vous le disiez, parfois les vendeurs se projettent plus dans l'idée de vendre et disent on va attendre que cette période incertaine passe avant de mettre notre bien en vente. Et pour les candidats acquéreurs qui étaient là, qui sont là, mais se disent, fort de tout ce qui est relayé aussi, le parcours bancaire est compliqué, le parcours est trop dur, on remet à plus tard. D'où on reste locataire parfois, je reviens à ce que vous me disiez tout à l'heure, on ne bouge pas, on reste locataire, il y a moins de rotation. Et résultat, aussi, on a une baisse du marché locatif. Comment on fait pour se loger quand on vient à Toulouse et qu'on veut se loger dans le marché locatif privé, monsieur le maire, quand on voit qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, sur plus de 4300 biens à la vente, il y a seulement 530 offres de location. Et alors, on peut accuser, bien évidemment, et dire, voilà, on a l'effet Airbnb, on a l'effet de location saisonnière. Qui existe, mais cette absence de rotation, etc., est absolument dramatique. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier. Je n'ai jamais vu un stock de location dans les grandes métropoles aussi bas. Qu'est-ce que ça vous invoque au-delà des difficultés majeures? On en parlait tout à l'heure hors antenne. C'est les jeunes actifs qui n'arriveront pas à Toulouse et qui ne viendront pas travailler à Toulouse parce que les entreprises ne sont pas capables de leur proposer un logement. Effectivement, c'est inquiétant. Ce qui se passe, c'est que certains voudraient sortir du locatif pour acquérir. Ah oui. Ils ne le font pas. Ils sont en quelque sorte assignés à résidence parce que le coût du crédit est trop important pour eux. Notamment les jeunes actifs qui, quand on démarre dans la vie,
on n'a pas énormément de moyens. Ce qui fait que la pénurie de production et la pénurie de vente à l'achat provoque par ricochet une sorte de paralysie du marché locatif. Ce qui fait que c'est toute la chaîne qui se trouve vraiment encalminée. Et je parlerai aussi du logement social, parce que n'oublions jamais que 70% de la production de logement social est portée par la promotion privée. Donc à partir du moment où la promotion privée est elle-même freinée par le fait qu'il y a moins d'acquéreurs, il y a une répercussion sur le logement social. C'est en cela que la crise actuelle est une crise très grave, parce que, par effet de ricochet, elle touche l'ensemble de la typologie de logement. Sur le marché toulousain, Maître Giral, quand même, si on devait prendre une photo pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse, un petit peu les différents quartiers, une idée de prix, alors Toulouse, je rejoins ce que disait tout à l'heure Jean-Luc Moudin. Toulouse est une ville de quartier. Il y a un cœur historique, la carte postale que vous avez montrée tout à l'heure de la ville rose, avec un cœur historique, avec un habitat assez divers, avec de quelques grandes artères haussmanniennes et de grands appartements, mais aussi un habitat dans le cœur historique plus ancien, avec des surfaces plus petites et des biens pour lesquels le sujet de la rénovation se pose souvent. Et ensuite, plusieurs quartiers, historiquement les faubourgs toulousains, qui sont des quartiers avec une identité propre, des vies un peu de village. Et je rejoins complètement Monsieur le maire, disant que la richesse de Toulouse, elle est de la diversité de ses quartiers et de la diversité de son habitat. Un habitat vertical en centre-ville, mais pas très haut. Un habitat parfois résidentiel, pas très loin du centre, avec des quartiers de maisons, et l'habitat des Toulousaines, aussi des maisons toulousaines historiques, des maraîchers toulousains. Donc, une proposition assez vaste qui correspond en fait à différents moments de la vie, à différents choix de vie en copropriété ou dans des maisons. Il y a à Toulouse la possibilité de se loger selon ses besoins et ses envies et les périodes de la vie. C'est très clair. En termes de location, les prix à la location, est-ce qu'on a des indicateurs, Maître Giral ? Les prix à la location, alors toujours pareil, ont monté du fait de la rareté, du fait de la rareté de l'offre, mais en même temps peuvent pas monter indéfiniment, parce qu'en face, les candidats locataires n'ont pas les moyens de se loger pour plus cher, si vous voulez. Il y a une forte population étudiante à Toulouse, effectivement, qui n'a pas des ressources illimitées. Et donc, il y a effectivement, on arrive à une fracture entre la rareté qui, théoriquement, fait monter les prix, et en face, les réalités économiques des candidats locataires. Merci beaucoup. Une dernière question. Dernière question, justement, les secteurs porteurs, si on sort de Toulouse intramuros, quels sont-ils? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des secteurs plus ou moins attractifs? Alors déjà, dans Toulouse, que je trouve intéressant de noter, c'est le fort dynamisme de quartiers qui, historiquement, étaient moins cotés. Il y a eu des performances liées à des projets de rénovation. Je pense qu'à des quartiers Arnaud Bernard qui ont réussi des grosses progressions en termes de prix. La rive gauche aussi, la bascule entre la rive droite et la rive gauche de Toulouse. Le quartier Saint-Cyprien est un quartier qui connaît un succès très important. Il y a également les futurs quartiers desservis par la nouvelle ligne de métro dont Monsieur le maire a parlé, qui vont attirer, je pense, dans les mois et les années à venir, de nouveaux Toulousains. Le problème des transports à Toulouse et de la volonté d'essayer de limiter le temps au maximum du transport est vraiment présent. Et on l'entend chez nos clients, les déménagements sont souvent liés, causés par la proximité en temps du lieu de travail. De l'emploi, bien sûr. De l'emploi. Et en dehors de Toulouse. Bien sûr. Et en dehors de Toulouse, les communes de la première couronne toulousaine offrent une qualité de vie. Alors on était beaucoup sur la maison individuelle,
relativement proche de Toulouse, hein, de l'autre côté de notre rocade, de notre périphérique. Il y a tout un habitat de maisons et même de plus en plus dans ces métropoles-là, la volonté parfois éventuellement de diviser, on a tout un phénomène aussi de parcelles foncières qui étaient qui étaient grandes dans les années 70 ou 80, qui sont divisées, et la possibilité éventuellement d'optimiser l'habitat, bien sûr. D'optimiser le foncier. Bien sûr. Merci beaucoup, Frédéric Giralt. Il est temps de nous quitter. Je voudrais que on vous remercie très chaleureusement, Monsieur le maire, de nous avoir accueillis dans un lieu magnifique. Je vous propose, mesdames et messieurs, d'applaudir bien fort Jean-Luc Moudinque. Également, remerciements à toutes les équipes du Figaro qui ont fortement mobilisé le public, et merci à eux. Merci aux équipes de Radio Imo. Merci également à toutes celles et ceux qui permettent justement pour cette 4e saison de nous revoir. On va se donner rendez-vous, Olivier, le mois prochain. Ce sera le 15 novembre avec Serge Grouard. Serge Grouard qui est le maire d'Orléans, puisque nous continuons notre tour de France de l'immobilier tout au long de cette année 2023, mais aussi en 2024. Nous serons à Aix-en-Provence, nous serons dans le centre de la France, à Lille, et nous Laval, Lyon, Paris. Et nous finirons même aux Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris, bien évidemment. À toutes et à tous, merci beaucoup. Soignez-vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres dans une société qui le veut, surtout dans les époques que nous traversons, où plus que jamais, faire société, c'est aussi faire communauté. Merci Jean-Luc Moudinque. Un mot de conclusion, monsieur le maire. Écoutez, merci d'avoir provoqué ce débat. C'est un coup de projecteur sur Toulouse, hein, qui ainsi se trouve valorisé. Voilà. Après, il y a beaucoup de défis à relever, chacun le sent bien, mais justement, c'est en parlant, en étant ensemble, en confrontant nos idées et nos problèmes qu'on trouvera des solutions. Les solutions, c'est ensemble, comme vous le disiez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.